Et bienvenue dans En toute franchise, tous les dimanches, l'émission politique sur LCI avec le Parisien. Soyez les bienvenus. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Dame. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes député de la Somme, président délégué du parti Rassemblement National à l'Assemblée. Beaucoup de questions. La plus centrale, je dirais, ce matin, c'est est-ce que, avec ses premières annonces, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a fait un pas vers une non-censure du Rassemblement National. Les questions, elles vous seront posées par Arlette Chabot. Bonjour à vous Arlette. Bonjour. Bonjour LCI. Marcelo Vesred. Bonjour à vous Marcelo. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Du service politique du Parisien. Julie Arnaud nous rejoindra tout à l'heure pour vous poser des questions au tac au tac. Mais d'abord, 3 interrogations. C'est la tradition dans cette émission. Nous allons prendre le temps de les développer. Vous répondez d'abord par oui ou par non, Jean-Philippe Tanguy. Tanguy, est-ce que vous avez reçu une invitation à rencontrer Sébastien Lecornu la semaine prochaine à Matignon? Et si c'était le cas, est-ce que vous iriez? Non, mais oui. Non, pas reçu d'invitation. Oui, vous irez si vous la recevez. Mais à ce stade, la gauche a été invitée. Le socle commun a été invité, pas le Rassemblement National. Non, aux dernières nouvelles. Est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne assortie d'une exécution provisoire est un jugement politique? Oui, bien sûr. Si des drones russes venaient à survoler une usine d'armement française, est-ce que notre armée devrait répliquer? Oui, sur le drone, évidemment. Voilà, c'est dit. On y reviendra évidemment dans le détail dans un instant. On va commencer par le budget. C'est la grande affaire politique, évidemment, de ce mois d'octobre qui va venir. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a commencé à battre ses cartes dans une grande interview aux Parisiens. Sur la taxe Zuckman, il dit non, tout en étant sensible à la demande de justice fiscale des Français. Pas de Zuckman, mais une contribution des plus riches à l'effort. Dans le fond, Jean-Philippe Tanguy, c'est exactement la ligne du Rassemblement National. Oui, c'est vrai, c'est la ligne du Rassemblement National, plus de justice fiscale, avec des dispositifs qui pourraient fonctionner, qui ne seraient pas toxiques pour l'économie réelle, comme ces taxes Zuckman, mais qui ne seraient aussi pas un mensonge, parce que au-delà de l'absurdité économique de la taxe Zuckman, c'est quand même un mensonge collectif des gauches de faire croire aux Françaises et aux Français qu'il y aurait une poule aux œufs d'or de 15 milliards, voire 20 milliards, certains me disent 25 milliards d'euros, qui se baladeraient dans les couloirs de Bercy, picorant le grain des Français sur leur dos. Non, mais il n'y a pas de poule aux œufs d'or dans les couloirs de Bercy. Il y a une situation des finances extrêmement difficile. Des plus privilégiés qui, il est vrai, ont les moyens de suroptimiser fiscalement leurs revenus, leur patrimoine. Alors, si vous permettez, voilà. Comment vous allez justement y remédier, Arlette Chabot? Alors, vous proposez, à la place de ce que Emmanuel Macron, son gouvernement, a mis en place, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière, vous proposez, vous, l'IFF, donc l'impôt sur la fortune financière. Vous dites dedans, alors la résidence principale pour la calculer ou unique, on l'enlève. On exonère les investissements dans 75% des investissements dans les TPE ou dans les PMI. Alors ceux qui investissent dans les grandes entreprises, hop, eux ils vont payer plein pot. Et donc au bout du compte, quel taux aussi d'imposition et combien ça devrait rapporter? Est-ce que c'est pas une usine à gaz? C'était ça aussi qui était sous. Non, ce sont des dispositifs qui ont existé pendant longtemps en France. Il s'agit de protéger l'enracinement, l'immobilier, aussi d'éviter des effets pervers. Pendant 20 ans, la vie politique française a été polluée par l'affaire de la maison de l'île de Ré. C'était ces familles qui avaient hérité d'un bien familial de grande valeur parce qu'il y a de la spéculation immobilière, parce qu'il y a des zones de France où l'immobilier a beaucoup augmenté, qui se retrouvaient dans l'ancien ISF alors que ce n'étaient pas des gens riches. Donc le but, c'est d'éviter ce genre d'injustice, de préserver l'enracinement des familles en France et de protéger l'économie réelle, les biens professionnels. Et effectivement, ça taxera, le capital, le patrimoine financier au-delà d'1,3 million d'euros. Donc c'est même pas 1% en fait des foyers ça touche français. Combien de familles, vous savez, non? En nombre de familles, je ne sais fiscaux? pas, mais c'est moins d'1% des foyers fiscaux. Donc ça ne touche évidemment pas du tout les assurances vie des classes moyennes, y compris des classes moyennes supérieures. Ça ne touche pas ceux qui choisissent d'investir dans la bourse pour se constituer, par exemple, une retraite complémentaire, parce qu'on a entendu beaucoup de bêtises. Et donc, selon votre niveau de patrimoine, à 1,3 million, par exemple, c'est 0,5%
de votre patrimoine. Donc ce sont évidemment des sommes importantes à ce niveau de richesse, mais ça concerne très peu de gens. Et le but, c'est tout simplement, malheureusement, de financer d'autres politiques qui sont urgentes. Par exemple, la politique familiale. Ça rapporte combien? Et donc 3 milliards d'euros, à peu près 3 milliards d'euros. Et c'est pas une usine à gaz? Non, c'est pas une usine à gaz. Après, l'usine à gaz, parce que c'est important, 75% effectivement d'exonération pour les très petites entreprises. Mais si on investit dans une grande entreprise, voilà, on a un portefeuille en bourse. Dedans, il y a des actions des grandes entreprises. La question d'Arlette Chabot, c'est de savoir comment vous faites la différence. Vous allez voir dans tous les portefeuilles, comment vous faites? Non, mais bon, tout ça, selon les indices. On ne va pas faire beaucoup de technique aujourd'hui, mais techniquement, c'est très facile d'identifier où sont vos actions. Mais une fois plus, on parle de personnes, de foyers qui auraient 1,3 million d'actions, par exemple, chez LVMH, chez Total Energy ou chez Engie. Bon, ça concerne, je pense que ceux qui nous regardent n'ont pas 1,3 million d'actions par devers eux. Et s'ils en ont, je les félicite, parce que ça veut dire qu'ils ont une vie de travail, une vie d'épargne. Et dans ce cas-là, on leur demande effectivement une participation. Par exemple, 3 milliards d'euros, c'est le coût de financer la demi-part fiscale dès le deuxième enfant pour les familles françaises, parce que nous sommes dans une crise de natalité extrêmement grave en France comme dans toute l'Europe, qui fait que les générations ne se renouvellent pas. Et si les générations ne se renouvellent pas, tout simplement, la société française va s'effondrer. Donc vous dites 3 il y a des politiques à financer. 3 milliards, parce qu'on avait entendu 5 milliards, c'est 3 milliards. C'est au moins 3 milliards, c'est au moins 3 milliards. Ça pourrait monter jusqu'à 5 milliards avec un bon rendement. Mais nous, on est prudents parce que ce qui a tué aussi le budget depuis de longues années, c'est que les femmes et les hommes politiques choisissent toujours, l'estimation la plus optimiste, voire la très optimiste. Donc nous, au Rassemblement national, on prend toujours les estimations les plus prudentes pour être sûr de ne pas partir dans le décor comme les autres. Alors, en tout cas, ça veut dire, sur le principe, une augmentation des prélèvements obligatoires. Est-ce que, pour compenser, il y aurait des baisses d'impôts? Comment? Ou est-ce que l'objectif est un équilibre fiscal? Absolument, le but, c'est de baisser le taux global des prélèvements obligatoires, qui aujourd'hui est entre 45 et 47% de la richesse. Le but, c'est de diminuer au moins d'1 point sur le premier mandat. Par exemple, nous voulons baisser la TVA sur les produits énergétiques de 20 à 5,5. Ça fait environ entre 13 et 15 milliards d'euros. Les produits de première nécessité, nous voulons une TVA à 0%. Ça fera environ 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, d'un côté, on demanderait une participation de 3 milliards d'euros. Là, sur la TVA, on baisse déjà d'au moins 18 milliards d'euros. Donc c'est 6 fois plus. Donc vous voyez que le but est de baisser durablement les impôts, car la vraie différence avec les gauches, mais aussi, il faut bien le dire, avec le socle commun, c'est que nous ne pensons pas, il n'y a aucune augmentation d'impôts qui peut régler la crise des finances publiques. Pourquoi? Parce que la crise des finances publiques, il faut trouver plus de 100 milliards d'euros en 5 ans, et même la taxe Zuckman, ça rapporterait 20. Donc vous voyez bien qu'il faut absolument baisser les dépenses structurelles, faire de vraies économies, c'est la seule solution pour lutter contre la crise. Vous avez moins de recettes quand même, Arlette. Oui, parce qu'il y a moins de recettes, et là vous avez des ambitions incroyables, c'est-à-dire ce qui compte c'est la trajectoire budgétaire, dites-vous, et on a entendu sur ce plateau Marine Le Pen préciser 20 milliards d'économies par an pendant 5 ans pour arriver aux fameux 100 milliards qui nous permettraient de dégager effectivement des intérêts de la dette. Mais comment vous allez les trouver? Alors là, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est la politique d'austérité qu'on nous annonce là, non? C'est une rupture, évidemment, dans la façon dont les finances ont été conclues. Il y a un certain nombre de secteurs, évidemment, qui vont effectivement connaître l'austérité qu'il était nécessaire de mettre. Par exemple, effectivement, le secteur de l'immigration de guichet, l'immigration sociale, c'est la fin. Voilà, donc c'est l'austérité absolue sur l'immigration. Ce sera l'austérité pour les hauts fonctionnaires européens. La Commission européenne ne pourra plus venir pomper des milliards d'euros, toujours en augmentation chaque année sur la contribution européenne de la France. Pour les fraudeurs, ce sera effectivement l'austérité. Pour un certain nombre d'aides complètement inefficaces. C'est pas beaucoup d'incantations, ça. Hein. Non, je ne crois pas que ce soit des incantations, Madame Martichoux. C'est une vraie rupture politique parce que lutter contre l'immigration d'une manière frontale, personne ne l'a fait avant. Considérer que l'Union européenne n'est pas l'horizon indépassable et que la France ne doit pas se dissoudre dans l'Union européenne, aucun gouvernement ne l'a assumé depuis le général de Gaulle. La lutte contre les fraudeurs, il y a beaucoup de rapports. Tout le monde le dit. Il y a beaucoup de rapports. Ça commence à rapporter, mais pas dans les proportions que vous dites. Absolument. Mais vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, Madame Martichoux, ce que vous dites. Tout le monde l'a dit pendant des années, et ça commence. Ça commence depuis quand? Ça commence depuis que le Rassemblement national a un groupe à l'Assemblée nationale et quelques députés, quelques députés à la Commission européenne, lapsus révélateur, à la Commission des finances, qui viennent, empêcher que tout ce petit monde continue à ne rien faire. Donc, on a effectivement sur les fraudes, il y a des choses qui ont été commencées à lancer. Vous voyez, par exemple, sur la fraude à la TVA,
qui était ce qu'on appelle par exemple le carrousel de TVA, qui est une fraude à plus de 20 milliards d'euros. Là, ils n'ont rien fait. Et pourtant, c'est un gros gâteau. Et la Belgique, par exemple, a réussi à lutter contre cette fraude. Donc moi, je suis assez optimiste. Mais 20 milliards par an. 20 milliards par an. Mais Et vous attendez. descendez en dessous des 3% avec cet objectif. Bien sûr, le but est d'arriver à 2,7% en 2032. Pourquoi? Mais ceci dit, il faudra interroger ceux qui disent qu'il ne faut pas 100 milliards. Parce que les 100 milliards, ça ne tord pas du chapeau de Marine Le Pen. C'est tous les rapports qui disent, au Conseil des finances publiques, Cour des comptes, toutes les fameuses agences qui regardent les finances de la France, 100 milliards, c'est le minimum qu'il faut faire. 20 milliards par an, c'est Oui. ça qui nous impressionne. Oui, mais Vous c'est allez pour ça. tenir Ah mais le oui. rythme. Mais moi j'aimerais qu'on ait, et je vous remercie qu'on passe un peu de temps ce matin là-dessus, parce qu'il faut que ceux qui nous regardent comprennent, il faut absolument avoir ce débat. Oui. Car si c'est pas 20 milliards par On en an, parlait, tiens. non mais si c'est pas 20 milliards Débat par an, budgétaire. si c'est pas 20 milliards par an, ça veut dire que la France continue à être en déficit, que la dette continue d'exploser. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, on a eu plus de 100 milliards d'euros de dettes qui sont venus se rajouter aux 1300 milliards. Donc on a passé les 1400 milliards sur un seul semestre. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, on pourrait être proche des 3500 milliards de dettes. La situation est complètement hors contrôle. Ouais, et vous savez, à partir du moment où ça vient d'où cette formule de dépenses hors contrôle? Ça vient de la Cour des comptes. Donc quand la Cour des comptes utilise une formule aussi forte qui n'est pas dans le lexique des magistrats financiers, c'est que la situation est extrêmement Dernière grave. question. Et vous n'êtes pas François Bayrou en soulignant effectivement le problème de la dette. Simplement un petit mot, vous êtes toujours favorable à la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction d'un déficit budgétaire, qu'on inscrive ça même dans la Constitution? C'est un débat que nous avons en cours au Rassemblement national. Pour tout vous dire, ça a été un des sujets de la rentrée politique de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et donc, ils vont trancher pour le programme de 2027, sauf s'il devait y avoir une dissolution ou une démission d'Emmanuel Macron avant, on tranchera plus vite. Mais là, on a débattu entre nous. Il y a eu un débat entre nous. Et donc, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont assisté à ce débat. Et donc, ils se font leur opinion et ils trancheront la décision qu'ils veulent. La règle d'or, c'est quoi? C'est-à-dire que nous ne voulons plus que la dette finance le fonctionnement, la politique des chèques. On peut s'endetter pour investir, comme une entreprise ou comme un ménage, mais on ne peut pas s'endetter pour payer les dépenses courantes. Alors Sébastien Lecornu, dans nos colonnes, parle pour les retraites d'ajouter 6 milliards d'euros l'an prochain. Alors déjà, est-ce que vous comprenez à quoi correspond ce chiffrage? Et par ailleurs, est-ce que vous applaudissez ou pas le fait que finalement elles ne seront pas sous-indexées, ces pensions de retraite? Moi, je me félicite que la loi soit appliquée, puisque l'indexation des retraites, c'est pas un cadeau qu'on fait aux retraités, c'est dans la loi. Et c'est par ailleurs un contrat moral. Des gens ont cotisé toute leur vie. C'est normal que leur pouvoir d'achat ne baisse pas par rapport à l'inflation. Donc moi, je m'en félicite. Mais il a même augmenté par rapport à l'inflation, si on regarde ces dernières années. Si on prend sur la longue durée, non, parce que François Hollande, même s'il se fait très discret, avait beaucoup sous-indexé les retraites avec Emmanuel Macron, qui était son ministre, et ça avait coûté assez cher aux retraités. Mais c'est vrai que, ceux qui ont le plus payé l'inflation, c'est quand même les salariés, ça c'est vrai, mais il ne faut pas non plus exagérer. En tout cas, c'est un contrat moral, donc si vous voulez, moi c'est Premier ministre qu'enfonce une porte ouverte en disant je vais respecter la loi, bon, c'est mieux de ne pas la respecter comme les autres, mais enfin, je vais quand même pas le remercier de respecter les retraités. Alors, sur la réforme des retraites, il dit qu'il n'y a pas de suspension et qu'il est préférable d'attendre la présidentielle pour remettre en cause la réforme, c'est-à-dire l'âge légal de 64 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calendrier? Non, on aurait préféré que cette réforme soit abrogée. Voilà. Mais dès le prochain budget? Mais oui, nous le souhaitons évidemment, on le propose sans cesse d'abroger la réforme des retraites. C'est juste qu'on ne l'a pas mis dans les négociations budgétaires. Donc ça voudrait dire que s'il y a une dissolution, par exemple, et que vous veniez au pouvoir, la première mesure que vous prenez, entre autres, c'est de revenir à 62 ans. Ah, ce sera dans les premières mesures, bien sûr. Nous sommes engagés devant les Français. Les 140 députés à l'Assemblée nationale ont été élus sur cette promesse. Et de toute façon, nous pensons que c'est un moyen d'équilibrer les comptes sociaux, car nous ne pensons pas que cette réforme va faire des économies. Nous, on pense que cette réforme va coûter aux finances publiques, parce que ça a tellement, d'effets pervers sur l'invalidité, sur les maladies chroniques, sur le chômage des aînés, bref, et ça ne favorise pas l'emploi des jeunes. De toute façon, on pense que cette réforme est mal conçue et que ça ne fera qu'aggraver la situation. D'ailleurs, par définition, si on ne fait sans cesse des réformes des retraites depuis 30 ans, c'est que les réformes précédentes n'ont pas fonctionné. La dissolution, nous n'y sommes pas. Pour l'instant, on discute d'un budget avec des propositions. Si on reste sur les retraites, le gouvernement pourrait reprendre un certain nombre de mesures qui ont été mises sur la table, négociées pendant le fameux conclave, refusées par le MEDEF, mais mises sur la table par la CFDT, par exemple. Effectivement, des mesures sur la pénibilité, ça sera applicable tout de suite, c'est bien. Pour les femmes aussi, les carrières hachées, améliorer les retraites. S'il y a une dissolution, ou même un budget qui est refusé, ou même un budget qui tombe, c'est quand même dommage, non? Mais écoutez, pour les bénéficiaires. Mais vous avez raison. Si ces dispositions
arrivent jusqu'au Parlement, nous, on les Oui. soutiendra. Nous, on est contre la politique du pire. Donc, s'il y a des dispositions, notamment favorables aux carrières des femmes, parce que c'est vrai que les Françaises qui ont travaillé, qui ont, par exemple, Les enfants. élevé des enfants, subissent beaucoup d'injustices, nous, on soutiendra ces mesures. Nous, on n'est pas du tout, contrairement à d'autres, que tout le monde reconnaîtra, pour la politique du pire, pour bloquer des bonnes mesures, parce que c'est pas exactement notre programme. Nous, tout ce qui va dans le bon sens, de la justice sociale ou de l'équilibre du régime des retraites sur la longue durée, on le vote. Donc nous, il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'ailleurs, on avait soutenu le conclave, on avait soutenu les dispositions et les discussions qui s'étaient tenues. On n'a jamais été pour mettre de l'huile sur le feu. Oui. Mais bon, Et écoutez, quand la dernière on fois, se ça n'a dit, quand même pas prospéré. Dans le fond, est-ce qu'il vaut mieux pas un budget imparfait que pas de budget, une nouvelle crise politique? Ah non. S'il y a des choses comme ça qui sont intéressantes pour les Français dans ce budget, il n'est pas parfait, mais au moins il y a un budget. C'est pas mieux? Écoutez, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est dangereux pour le pays, de faire croire qu'il faut toujours quelque chose d'imparfait. Non, ça fait 50 ans. Non, c'est pas ce qu'on Non, dit. mais oui, mais Oui. j'ai pas de vous. L'alternative, mais- c'est une nouvelle crise Non, politique, un nouveau gouvernement, Vous savez, une nouvelle oui, attente. mais il ne faut pas exagérer cette crise. On nous a dit, attention, il va y avoir une crise, la France ne va pas s'en remettre. Écoutez, l'année dernière, Vous on a fait une trouvez loi que le pays va spéciale. bien? Vous Non, trouvez que le pays non, va mais bien? il y a eu un Vous budget. n'arrêtez pas de dire qu'il va très mal. Oui, mais il y a eu un budget, Madame Martichoux. Donc ce budget n'a résolu aucun problème en France. Il y avait un gouvernement. Monsieur Bayrou était au fond du trou de l'impopularité. Personne n'avait l'impression qu'il y avait un capitaine à bord. Donc vous savez, cette espèce de stabilité Potemkin complètement bidon, ou parce qu'il y a soi-disant quelqu'un à bord, on a l'impression que ça fonctionne pas. Et comment dire, pendant que le capitaine dit tout va bien, et en fait le Titanic s'est pris l'iceberg bien dans le nez. Il y a des voies d'eau partout, et on sait très bien qu'il n'y a pas des canaux de sauvetage pour tout le monde. Donc moi aujourd'hui la situation elle est extrêmement grave, et ces espèces de fausses solutions, une minute de plus, Monsieur le Bourreau, alors que rien ne va. Moi, je pense qu'il faut au contraire avoir une dissolution, et qu'en fait, la crise politique, elle peut avoir pour solution le fait que les Français s'emparent du débat politique, choisissent enfin une force majoritaire capable de redresser les choses, de choisir une direction, parce que là, nous sommes en train de mourir à petit Alors, feu. à Et ce quand on a stade- plus de 100 milliards de dettes sur 6 mois en plus, Madame Martichoux, je ne pense pas que la situation, que la stabilité, visiblement, elle est peut-être stable dans la tête de Monsieur Bayrou, de Monsieur Macron, mais dans les comptes publics, ça coule. Alors, puisque vous dites que tout va mal à ce stade, on a des questions sur le calendrier de la censure telle que vous la souhaitez. Alors déjà, sur le calendrier de cette semaine, il y a une intersyndicale qui fait une grande appel à manifester jeudi. Est-ce que vous dites à vos militants, allez-y, bon, il n'y a pas de budget encore, etc., même pas de gouvernement, mais allez-y, allez manifester. Oui, mais de toute façon, nous, on laisse toujours la liberté à nos adhérents, à ceux qui nous font confiance, d'aller manifester pour leurs droits sociaux, c'est normal. Et j'espère que cette manifestation ne donnera pas lieu, et l'autre fois ça s'est relativement bien passé, il faut le reconnaître, à des casses et à une infestation de l'extrême gauche et des Black Blocs. Bon, la dernière fois ça s'est relativement bien passé, donc il n'y a pas besoin de crier au loup, mais c'est normal en France quand même de pouvoir revendiquer ses droits sociaux, faire part de son mécontentement, faire des propositions le cas échéant, librement, et les partis politiques n'ont pas à s'en mêler. Et sur le gouvernement, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de gouvernement, c'est un record. Hein. Le dernier record, c'était Michel Barnier, 17 jours. On aura peut-être un gouvernement le week-end prochain, donc 1 mois plus tard. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est trop long? Mais bien sûr que c'est un problème, parce que ce n'est pas normal. Vous l'avez dit vous-même, c'est un record, et il n'y a pas de raison. Et surtout, vous avez d'un côté un Premier ministre qui a tous ses pouvoirs, le plein exercice de ses pouvoirs, et des ministres démissionnaires qui, eux, ne l'ont pas. Donc, je ne sais pas comment ils font pour travailler, parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement, donc il donne, avec tous les pouvoirs qu'il a, des instructions à ses ministres, qui, eux, n'ont pas ces pouvoirs pour l'appliquer. Donc, on est dans une situation complètement caduque. Ça n'intéresse pas grand monde, sans doute, mais c'est une démocratie dysfonctionnelle. Oui, est-ce que Et s'il quand devait vous y allez avoir- dans la Somme, on vous dit il n'y a pas de gouvernement? Non. Ah si, il n'y a pas de gouvernement, mais on me le disait quand il y avait M. Bayrou, Premier ministre. Donc c'est pas nouveau. change Et il n'y pas, avait pas alors. l'impression. Ouais, Et je peux donc, vous dire que M. Barnier, avec peut-être ou que sans, lui pour vous, c'est était très pareil. convaincu d'avoir une autorité naturelle sur l'ensemble du pays. Je pense que son autorité ne dépassait pas le 7e arrondissement. Bien. D'ailleurs, il s'est décidé de s'y présenter. Ça, c'est dit. Je le dis. Le calendrier, on va y revenir dans un instant. On fait une petite pause parce que on voudrait que vous nous précisiez si pour vous la censure, c'est potentiellement juste après le discours de politique générale, donc quoi, dans les jours qui viennent, ou si vous dites oui, il faut une discussion du budget au Parlement. À tout de suite. La suite dans toute franchise avec notre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et président délégué du Parti Rassemblement National à l'Assemblée. On va parler de l'Assemblée évidemment dans un instant.
Est-ce que vous attendez des postes? Vous n'en aviez plus dans la direction, si je puis dire, de l'Assemblée. Mais d'abord, cette censure, donc, dont vous dites que vous pourriez la voter, vous dites pas avant le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, sans doute peut-être en début de semaine prochaine. Donc pas avant, mais juste après, potentiellement, et donc avant la discussion parlementaire sur le budget? Ah mais tout à fait, la réponse elle est très simple, c'est qu'est-ce que va dire Monsieur Lecornu? Il faut quand même bien dire qu'on est resté sur notre faim avec l'entretien qu'il a donné cette semaine. Après 3 semaines de silence, on pouvait s'attendre à des annonces concrètes, à une vision, et on a l'impression que Monsieur Lecornu essaie désespérément de gagner du temps. Vous le qualifiez comment, cette première interview, vous la qualifiez comment? Sans valeur ni saveur, quoi. Il n'y a rien dedans. Enfin, sincèrement, c'est même pas faire du Si, mauvais il y a des esprit, portes qui sont fermées et qui vont dans votre sens. Mais La gauche aujourd'hui. Mais en fait, c'est tout. Non, mais la gauche s'énerve parce qu'elle a envie de s'énerver, parce qu'elle a envie. Si vous voulez, la gauche, elle s'imaginait à Matignon. Enfin, elle était toute seule dans un petit monde parallèle à s'imaginer à Matignon, majoritaire dans le pays. Parti socialiste qui fait 2% à la présidentielle pensait se voir à la tête du pays. Enfin, tous ces gens ne sont pas sérieux. Et si vous lisez l'interview de M. Lecornu, il apporte des réponses précises sur des sujets qui étaient complètement dans l'actualité. Par exemple, la taxe Zuckman, les retraites. Bah écoutez, moi je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà, dire que les retraites. Vous êtes de bonne foi en disant ça, alors oui, oui. que. Ah non, mais non, mais moi j'ai entendu aussi beaucoup de commentaires de tous bords, y compris des éditorialistes, disant il n'y avait quand même pas grand-chose dans cette interview. Surtout quand on a fait monter, j'ai envie de dire, la pression sur cet entretien. Monsieur Lecornu est peu connu, je ne dis pas ça comme une attaque personnelle, nous sommes tous des figurants de la vie politique en dehors de quelques grands leaders. Il n'a pas d'identité politique, les gens ne lui associent pas une idéologie, des propositions, un programme, donc il est quand même temps d'entrer dans l'atmosphère. Donc pour moi, Monsieur Lecornu, il n'est pas du tout rentré dans l'atmosphère, c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le terrain. Donc aujourd'hui, on attend ce qu'il va dire. Et moi, je vais vous dire, je connais quand même beaucoup la Macronie maintenant. Je connais bien son personnel politique. Moi, je redoute que tous ces gens veulent jouer la montre. C'est-à-dire, en fait, se moquer de nous, se moquer des Français au passage, collectivement. Et en fait, prévoir un débat parlementaire qui va s'enliser sur un budget, vous disiez un peu vous-même, finalement, qui ne résoudrait aucun problème, qui serait un budget pour avoir un budget. Non, mais qui serait un budget pour avoir un budget et qui n'aurait pas grand intérêt, qui s'enliserait au Parlement, on dépasserait Noël et qui n'a jamais été utilisé sous la Ve République, mais je le signale à ceux qui nous écoutent, à votre sagacité, l'article 47 prévoit que dans ce cas-là, il y a des ordonnances. Alors ça n'a jamais été utilisé sous la Ve République, mais je sens depuis 2 ans que quand même les gouvernements flirtent avec cette tentation d'utiliser les ordonnances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au bout de 70 jours, si le Parlement ne s'est pas prononcé oui ou non sur le budget, eh bien le gouvernement peut utiliser les ordonnances. Donc si il faut bien compter sur la gauche là-dessus, le débat sur le budget s'enlise, qu'on n'a pas voté et qu'il n'y a pas de 49.3, parce qu'on nous présente l'absence de 49.3 comme un cadeau. Mais en fait, le 49.3 provoque un vote. Donc le 49.3 vous empêche d'empêcher les ordonnances. Eh bien, si ils prétendent être de bonne foi, en fait, il y aura pas un complot, mais il y aura un sous-titre, il y aura un scénario qui est en fait de court-circuiter le Parlement et donc les Français en utilisant les ordonnances. Donc moi, je suis un peu lanceur d'alerte ce matin sur le vrai projet de M. Lecornu. Votre sentiment ce matin, à la lecture de l'interview, c'est plutôt une censure après le discours de politique générale, si dans le discours il n'y a pas d'éléments de rupture supplémentaires. Et donc, Sébastien Lecornu, dans 10 jours, n'est plus Premier ministre. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. Si pas de censure, si pas de rupture de la part de M. Lecornu, il n'y aura pas de censure. Or là, M. Lecornu rompt avec la rupture, si je puis dire. Si pas de rupture, il y aura censure, vous voulez dire? Oui, il y aura censure, pardon, excusez-moi. Donc là, il n'y a pas de rupture. Il n'y a aucune rupture, c'est du macronisme pur jus. Et donc, moi, je dis, dans une dizaine de jours, il est en sursis. On dirait le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est le tweet de M. Mélenchon, mais sans la photo de M. Lecornu dans le Parisien, j'aurais cru que c'était du Borne dans le texte. Et alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on ne veut plus de macronisme dans le pays. Mais il n'y a plus. J'ai même vu un sondage hier ou avant-hier qui disait que les Françaises et les Français voulaient davantage que le Rassemblement national participe à un gouvernement que les macronistes eux-mêmes. Vous dites Borne pour vous, pardon. Elisabeth Borne, c'est le niveau zéro pour vous de la politique, c'est ça? Pourquoi vous oui, c'est le niveau zéro de la politique, Elisabeth Borne. D'ailleurs, je l'avais appelée ici Bornarien.
Bah, c'était pas très aimable. Non, ni mais c'est très vrai. ni très élégant. Non, mais c'est très vrai. Ben, vous savez, parfois la vérité, pas forcément très élégante. Il y a quelques vérités bonnes à dire qui sont pas forcément très élégantes. Mais enfin, si je peux vous faire toute la liste des incapacités de Madame Borne sur le nucléaire, les finances publiques ou l'éducation nationale aujourd'hui, la liste serait longue et j'ai peur qu'on perde beaucoup de gens en ligne. Mais pour que les choses soient tout à fait claires, en vous écoutant, vous refusez de participer à la discussion parlementaire, parce que Sébastien Lecornu dit ce ne sera pas mon budget, au fond, ce sera aux parlementaires, il donnera un cadre, c'est aux parlementaires de discuter. Donc vous dites, bah, ça va s'enliser, c'est pas la peine, donc autant, si je dis de façon un peu vulgaire, le virer tout de suite. Ça servira à rien, vous refusez. Il dit, je suis sous la tutelle du Parlement. Mais c'est pas rien quand même. Si c'est rien, c'est la Constitution, mais on n'a pas besoin d'un ventriloque comme M. Lecornu pour nous expliquer la Constitution. Le gouvernement répond devant l'Assemblée nationale. Oui. C'est un fait. Donc en fait, on a l'impression qu'il fait une révélation, alors qu'il nous explique, il nous lit la Constitution. Donc je pense que les Françaises et les Français connaissent les institutions de la Ve République, que M. Lecornu les connaisse aussi, c'est bien. Enfin, ça suffit pas pour être Premier ministre. Et quand il dit le budget dépend du Parlement, vous savez très bien que c'est faux. Et je vais vous dire, quand il dit « je pars d'une feuille blanche », moi j'en peux plus de ces mensonges et ces éléments de langage. C'est pas vrai. Aucun gouvernement ne part d'une feuille blanche. Le budget, c'est, ce sont des centaines de milliards de dépenses qui sont déjà engagées. Personne ne part d'une feuille blanche. Le budget, en fait, chaque année, on étudie quelques variations du budget. Donc en fait, il ment. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, moi ce qui me choque dans cette interview, c'est qu'il ment avec le sourire et il joue l'humilité pour jouer la duplicité. Voilà, c'est pas vrai qu'il part d'une feuille blanche, c'est un mensonge. Et donc, si on part là-dessus, en fait, ça m'énerve, parce que tous ceux qui, travaillent un peu sur le budget savent qu'il nous prend pour des imbéciles. Et donc, il est en train de tromper les Français. En fait. Si vous censurez, qu'on comprenne bien, pour vous, mécaniquement derrière, il faut gouvernement tombe, dissolution. Pour vous, c'est mécanique, c'est synonyme? Malheureusement, c'est pas mécanique puisque ça dépend d'Emmanuel Macron. Mais il faut bien dire. C'est ce que vous appelez le chef de l'État. Pour nous. Qu'est-ce qui empêcherait Emmanuel Macron de renommer un autre Premier ministre derrière? L'esprit républicain, l'esprit de responsabilité, être digne de la Ve République. Alors j'avoue que ces critères, individuellement et cumulatifs, ne correspondent pas beaucoup à Emmanuel Macron. Ça, je vous l'accorde. Ce sont ses prérogatives. Non, mais non, parce que c'est la différence entre la République, et un régime corrompu. C'est que quand vous êtes digne des institutions ou quand vous estimez que les institutions vous appartiennent. Donc en République, les institutions vous dépassent et vous êtes serviteur d'institutions qui vous dépassent. Vous estimez qu'il l'utilise, Et bien sûr que oui, il use la République jusqu'à la corde, Madame Martichoux. C'est comparable à un système de... corruption morale, tout à fait. Mais vous savez... Non, mais vous dites Emmanuel Macron corrompt... Aujourd'hui, corrompt les institutions. Quand vous perdez les élections que vous avez vous-même provoquées, Madame Martichoux, et qu'il y a des discours que tout le monde pourra retrouver sur Internet où M. Macron disait « si je perdais une élection que j'avais provoquée, je partirais » et qu'il ne part pas, effectivement, vous corrompez de l'intérieur les institutions. Une constitution et les règles sont respectées. Elles vous plaisent ou elles ne vous plaisent pas, vous trouvez que les règles sont bonnes ou pas? Je suis désolé, monsieur, les règles ne sont pas respectées. Il est évident sous la Ve République que le pouvoir de dissolution, qui est un pouvoir exorbitant de toutes les constitutions que nous avons eues, et même de toutes les constitutions occidentales d'une manière générale, lie à ce pouvoir exorbitant une responsabilité exorbitante qui est d'assumer que vous êtes minoritaire et que vous ne voulez pas vous accrocher au pouvoir. Quand, nous avons aujourd'hui en Ve République autant de premiers ministres sur un an que sous la 4e République déclinante, c'est que les institutions ne fonctionnent pas. Donc, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et quand M. Macron est au fond du trou de l'impopularité, avec des records pires que pendant la crise des Gilets jaunes, c'est bien que les Françaises et les Français estiment que M. Macron n'est pas digne de la Ve République. Donc si on comprend peut-être que c'est pas aimable, comme ce que j'ai pu dire sur Mme Borne, mais moi je suis pas là pour être aimable avec les chefs à plumes du macronisme. Je suis là pour dire, en tant que gaulliste, que la Ve République, c'est que si le président de la République est minoritaire dans le pays, il n'a pas à s'accrocher au pouvoir, surtout dans une période, Mme Martichoux, où on doit prendre des grandes décisions, il doit y avoir des grands arbitrages, et comme l'a souligné, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et comme l'a souligné Mme Chabot, il faut faire 100 milliards d'économies avant 5 ans si on ne veut pas que la France se retrouve sous tutelle du FMI. Donc il y a un moment, l'hypocrisie, les faux-semblants, les amabilités de façade, moi, il y a mon pays qui est en train de crever. Donc entre mon pays qui est en train de sombrer et être aimable avec Mme Borne, M. Macron ou je ne sais qui, j'ai choisi mon camp. Corruption, urgence, etc. À corruption vous entendre, morale, j'ai pas dit de corruption financière. Absolument, du fonctionnement des institutions. Mais à vous entendre, il n'y aura pas de discussion parlementaire sur le budget si dans une semaine, pendant le discours de politique générale, une dizaine de jours, Sébastien Lecornu n'accède pas à vos demandes.
Là, nos demandes, où il peut faire d'autres propositions de rupture. Nous, c'est pas la liste. Mais non, mais nous, c'est ce que je vous ai dit sur les retraites. Nous, on a tracé un chemin, on a des propositions. On propose 100 milliards d'économies, telles que Marine Le Pen les a expliquées, sur l'immigration, la contribution à l'Union européenne, la fraude, le train de vie de l'État, le millefeuille administratif, tout ça. Mais s'ils nous proposent d'autres économies qui sont valables, nous, on les regardera et le cas échéant, on les soutiendra. Mais je ne vais pas continuer à supporter un gouvernement qui dit la situation est grave, faisons des économies et augmenter les dépenses de 30 milliards d'euros, comme le proposait François Bayrou. Voilà, on est avec des gouvernements mythomanes. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de dire notre vérité, mais il y a un moment où notre vérité dépasse les mensonges du gouvernement, qui sont des mensonges objectifs. Donc vous prendrez le temps de lire toutes les propositions de Sébastien Lecornu, qui pourraient être présentées avant ou contenues dans la déclaration de politique générale. Pour le moment, ça va pas pris beaucoup de temps. Voilà, déposer une motion de censure ou voter une motion de censure de la gauche pour être sûr de renverser le gouvernement. Tout à fait. S'il y a des élections, s'il y a une dissolution, si vous avez une majorité relative confortable, dites-vous, et non plus une majorité absolue, vous accepteriez éventuellement de gouverner en proposant, pour obtenir ou aller jusqu'à la majorité absolue, au LR de vous soutenir ou de travailler avec vous. C'est-à-dire que demain, vous proposez de travailler avec Bruno Retailleau, par exemple. Mais je pense que Marine Le Pen a été très claire dans ses propositions. Marine Le Pen veut rassembler les Françaises et les Français et le plus possible tous les gens, les hommes et les femmes de bonne volonté. S'il y a des bonnes volontés et des compétences, évidemment, on les prendra. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 avec une situation extrêmement grave, il tend la main à un certain nombre de personnalités qu'il avait combattues, qu'il avait insultées et qui avaient des compétences en économie. Par exemple, le plan Pinay-Rueff, qui est le plus grand plan de redressement des finances publiques, il est fait par M. Pinay et M. Rueff, qui sont des opposants au général de Gaulle, mais qui acceptent de travailler pour l'intérêt général. Donc nous, on n'est pas du tout dans le sectarisme. Par contre, on est dans la clarté. C'est-à-dire qu'on veut que ceux qui pourraient travailler avec Marine Le Pen et Jordan Bardella nous rejoignent sur un programme clair et pas pour avoir un poste et une voiture avec chauffeur, comme c'est le cas aujourd'hui de M. Retailleau avec M. Macron. Alors le temps passe vite, encore beaucoup de questions, des réponses courtes s'il vous plaît Jean-Philippe Tanguy. Une bataille qui va jouer à l'Assemblée pour les postes, puisque tous les postes sont remis, comme à chaque rentrée parlementaire, remis en jeu. Vous étiez exclu il y a un an, est-ce que vous espérez retrouver des postes de vice-présidence par exemple ? Normalement oui. De combien ? Mais normalement, on aura au moins 2 vice-présidents, comme Sébastien Chenu et Hélène Laporte l'été, et qui faisaient très bien leur travail et qui ont été victimes d'une alliance de M. Attal avec les Insoumis pour nous exclure. Pas de poste, parce que les postes, pour les postes, on s'en fiche. C'est la représentation des Français. Les Français ont voté pour nous, ils ont le droit d'être représentés à due proportion à l'Assemblée nationale. Ces postes-là que vous espérez, ce serait dans le cadre, cette fois-ci, d'un accord avec la Macronie ? C'est toujours mieux d'avoir un accord, parce que dans le règlement de l'Assemblée nationale, il doit y avoir un accord qui évite, envie de dire, des arrangements et des trucs dans le dos des Français. Donc nous, on préfère que ce soit clair et que ce soit fait devant tout le monde. Est-ce que vous avez un deal avec C'est fait, ça y est. Et l'année dernière, pour tout vous dire, l'année dernière, il y avait un deal, et puis au dernier moment, le deal est tombé parce que M. Attal a trahi Mme Braun-Pivet, qui elle-même n'était pas claire. Bon, tout ça, ce sont des histoires politiciennes. Mais un peu lamentable, il faut bien dire. Mais là, normalement, les discussions sont en cours et ça devrait aboutir. Mais vous écoutez... pour être clair... Mais ils le disent. Quand vous écoutez Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, elle dit qu'elle est favorable à ce que tout le monde soit bien représenté. Donc c'est elle qui, l'année dernière, n'a pas respecté son accord. Mais il y a des discussions entre Marine Le Pen et... oui, mais ces discussions, elles sont publiques, elles sont connues. Mais nous, justement, on veut que ce soit public, connu et républicain. On ne veut pas de magouilles, on ne veut pas d'arrangement. Ça suffit, les gens ne peuvent plus de toutes ces magouilles et d'avoir l'impression que leurs personnels politiques sont occupés que par leur petit nombril, leurs compléments de salaire et leurs avantages en nature, pendant que le pays sombre. Moi, dans ma circonscription, la plupart des usines sont en redressement social. On a les agriculteurs, Picard et ailleurs en France. Pour la 3e année, les prix des céréales sont en baisse. Donc on a une situation économique catastrophique et on a un monde politique qui vit dans son petit monde et qui pense que les gens sont très intéressés par leur nombril. Alors moi j'ai un scoop pour eux, les Françaises et les Français se fichent des nombrils des hommes politiques et ils ont bien raison. Alors la grande affaire de la semaine sur le plan judiciaire, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne à 5 ans de prison ferme, un mandat de dépôt à exécution provisoire. Est-ce que cette condamnation à l'exécution provisoire, à laquelle a été condamnée aussi Marine Le Pen, elle a fait appel, vous aide finalement à mettre en avant les arguments de défense de la patronne du Rassemblement national, du groupe? Oui, parce que c'était des arguments que nous disions avant. Notre contestation de l'exécution provisoire pour des gens qui ne sont ni dangereux,
ni récidivistes et qui vont pas s'enfuir au bout du monde. On a toujours condamné, avant que ça concerne, Marine Le Pen et nos amis injustement condamnés en première instance et qui finalement font appel et sont donc présumés innocents pour une raison simple. C'est que quand vous faites appel, vous êtes présumé innocent et vous êtes quand même condamné à un préjudice qui ne sera pas réparable. Donc, si vous voulez mettre en prison de manière temporaire des violeurs, des meurtriers, des gens qui vous ont agressé et qui sont susceptibles de se venger contre les victimes, contre les juges, contre les policiers. Évidemment, ces gens-là, ou la mafia, évidemment, ces gens-là sont dangereux. Donc, il y a, une procédure exorbitante. Mais Marine Le Pen, innocente, ne représente aucun danger pour la société. Nicolas Sarkozy ne représente aucun danger pour la société. Et on voit bien que là, on est dans une forme de vendetta judiciaire contre l'opposition qui n'a rien à voir, avec la justice. Alors, la présidente du tribunal a subi des menaces de mort très, très importantes. Est-ce que vous condamnez ces menaces? Il en était de même d'ailleurs pour la présidente du tribunal qui avait jugé Marine Le Pen, qui avait été aussi menacée. Vous condamnez très formellement et très fortement ces menaces. Et j'ajouterais, quelle garantie vous donnez de l'indépendance de la justice si vous arrivez au pouvoir? Mais tout simplement la Constitution. La Constitution française protège l'indépendance, l'autonomie de l'autorité judiciaire. Et il n'y a aucune raison de croire que cette autorité ne sera pas indépendante. D'ailleurs, elle l'est. Et parfois, on peut s'interroger d'ailleurs si l'autorité judiciaire devrait s'interroger sur sa capacité à assurer cette indépendance. Et ce n'est pas la faute des hommes politiques et des femmes politiques. Pourquoi est-ce que le Conseil de la magistrature, qui est le conseil de discipline de l'autorité judiciaire, ne sanctionne jamais de magistrats? Ou presque jamais. Bon, moi je suis né à Boulogne-sur-Mer. Il faut changer sa composition, comment on fait? Non, mais je ne crois pas que ce soit un problème de composition, je crois que c'est un problème d'attitude. Quand vous avez, moi je suis né à Boulogne-sur-Mer, le procès Outreau, où est monsieur Bourgault, le responsable de cette catastrophe judiciaire? Il a fait carrière, il n'a pas eu de sanction. Le mur des cons, tout le monde l'a vu, hein, c'est pas un procès d'intention, ils ont été pris en flagrant délit. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc moi, on parle toujours de l'indépendance, à juste raison, de l'autorité judiciaire des hommes et des femmes politiques, mais la justice, elle est indépendante du pouvoir politique, mais elle n'est pas indépendante des Français, puisque la justice rend la justice au nom du peuple français. Et je constate que la discipline interne à la magistrature est quasiment inexistante, et je peux vous dire que ça choque beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le Rassemblement national. Julien Arnaud, pardon. Vous interdisez aux magistrats d'être syndiqués? Marine Le Pen l'a très bien expliqué. Il y a des syndicats. Oui ou non? Oui ou non? Non, oui et non. Non, mais là c'est un peu compliqué. Désolé. C'est-à-dire, on peut être syndiqué pour défendre par exemple que le tribunal soit bien entretenu, que vous ayez, des carrières justement indépendantes. Par contre, être syndiqué à un syndicat qui revendique de vouloir faire la chasse aux politiques, à certains politiques, et qui considèrent que le rôle des... Donc c'est un peu oui, quand même, sur le principe, si jamais on voit que le syndicat a des positions politiques. Bah oui, mais quand vous avez le syndicat de la magistrature qui a fait un stand... qui fait un stand à la fête de l'humanité. Mais non, il fait un stand à la fête de l'humanité. Tout le monde devrait être choqué par le fait qu'un tiers des magistrats aillent à la fête de l'humanité, c'est-à-dire la fête des communistes. Arnaud nous rejoint pour vous poser des questions au tac au tac. Vous nous disiez tout à l'heure, au début d'émission, bonjour Julien, que oui, il faudrait abattre des drones russes, s'ils étaient surpris en survol au-dessus d'une usine d'armement ou d'un aéroport français. Vous dites oui, il faut abattre. Vous dites notre armée doit abattre avec le feu vert otanien ou d'initiative franco-française? Non, mais on n'a pas à avoir de feu vert otanien. La France, c'est la France. D'accord, donc vous le ferez sans passer par l'OTAN, dont vous dites d'ailleurs qu'il faut sortir du commandement intégré. Comme si nous étions capables tout seuls de nous défendre. J'espère que la France est capable d'abattre un drone au-dessus de nos territoires. J'espère vraiment, parce que là, dans ce cas-là, il faut vraiment dissoudre d'urgence et avoir un débat politique en France, parce que la situation serait grave. Ceci dit, j'ai lu que l'ancien chef d'état-major mais de toute façon, l'armée dit que Villiers a dit de manière assez quand même inquiétante que la guerre se rapprochait, que la France n'était pas armée pour cette guerre, ce qui est assez inquiétant. Les questions du tac au tac de Julien Arnaud. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Après la reconnaissance de l'État palestinien, Benyamin Netanyahou traite Emmanuel Macron de dirigeant faible qui cède aux pressions des foules antisémites qui réclament le sang d'Israël. Un Premier ministre israélien doit-il dire ça? Non, mais moi je suis patriote, donc je n'accepte pas qu'on insulte le président de tous les Français, même si malheureusement je suis son opposant. Donc il faut toujours être solidaire des dirigeants français, de son pays, de son propre pays. Et il est inacceptable que la France se fasse insulter de cette sorte. Moi, par contre, les forces d'opposition doivent souligner qu'Emmanuel Macron est d'un grand cynisme et fait aujourd'hui des arbitrages politiques qui sont inexplicables sans ce cynisme, à savoir sacrifier
nos compatriotes de confession juive, leur sécurité, leur sûreté et leur dignité, profit de petits calculs d'ailleurs très insultants pour les quartiers, faisant croire que le moteur de vote de nos concitoyens habitant dans certains quartiers serait l'antisémitisme, ce qui est quand même extrêmement grave si ça devait être vrai. Réponse courte, effectivement. Oui, désolé, mais la situation est grave quand même. Il y a une semaine, aux États-Unis, au Magic XXL à Charlie Kirk, l'influenceur ultra-conservateur assassiné, présence de Louis Alliot, vice-président du RN. Charlie Kirk, un modèle pour vous ? Non, mais enfin, il est quand même normal d'aller rendre hommage à un intellectuel, une personnalité, n'importe qui a été assassiné pour ses convictions. Enfin, moi, ce serait une personnalité de gauche ou de n'importe quelle obédience politique non violente, je lui aurais rendu hommage. Voilà, le problème, c'est quand même, enfin, on doit justifier de ne pas accepter qu'on soit assassiné par balle quand on est pacifique. Non, mais c'est inacceptable. Le Parisien aujourd'hui en France pose cette question en une ce matin. Qui en veut aux églises de France ? Le vandalisme dans les édifices religieux repart à la hausse. Les églises ne sont pas assez protégées ? Elles ne sont pas du tout protégées, malheureusement. Et je remercie le Parisien d'avoir le courage de notifier ce qui se passe dans nos territoires. C'est très grave. Des vols, des pillages, des sacralisations aussi sur les cimetières d'ailleurs. Et les églises sont vraiment attaquées au quotidien, dans une certaine indifférence, il faut bien le dire, donc, malgré le travail des maires ruraux. de l'Intérieur de les mettre davantage sur surveillance. De plus protéger ? On a compris. Oui, mais c'est surtout, là pour le coup, il faut être franc. On ne peut pas mettre des policiers devant. Il doit y avoir 40 000 églises en France. On ne peut pas mettre des policiers partout. Dans chaque église. Non, il faut donner les moyens aux maires, et notamment aux maires ruraux que je connais bien. J'ai 227 communes dans ma circonscription pour protéger les églises. Malheureusement, on en est là. Il faut les protéger, les renforcer et donner les moyens avant qu'elles soient abîmées et pillées. Jean-Philippe Tanguy, autre question. Vous serez candidat au municipal en 2026 ? Absolument pas. Alors je vois que... Même pas la rumeur Boulogne-sur-Mer ? Ah, mais il y a toutes les rumeurs. Il y avait Montdidier dans ma circo, il y avait Boulogne-sur-Mer, ma ville de naissance. Faut mieux faire envie que pitié. Mais là, je fais un peu trop envie. J'aimerais faire un peu plus pitié à certains journalistes qui Vous êtes arrêtent. bien à l'Assemblée. Donc Voilà, c'est non. Non, mais moi, je respecte ma parole. J'ai dit à mes compatriotes et aux Samariens que je serai leur député. C'est pas pour aller ailleurs. Très bien. Éric Dupond-Moretti, l'ex-garde des Sceaux, publie « Juré craché » ces jours-ci. Il explique notamment que certains magistrats, une clique parfaitement identifiée, sont devenus les garants autoproclamés de la morale. Ils détestent non pas les politiques, mais le pouvoir. Et en même temps, il dit quand, comme Marine Le Pen, on appelle les gens à manifester contre des juges, on est chez les fous. J'imagine que vous partagez à moitié ce qu'il dit. Vous le lirez ? Non. Mais je comprenne qui pourra, enfin, je veux dire, donc, qui reconnaît qu'il y a un problème de discipline, comme je le disais, au sein d'une petite partie de la magistrature, et après on devrait se taire et ne rien dire. Donc s'il n'y a que M. Dupond-Moretti qui a le droit de dire sa vérité, c'est assez lié au personnage. Voilà. Mais c'est compliqué parce que Dupond-Moretti, comme beaucoup de macronistes, est visiblement un acteur raté. D'ailleurs, c'est quand même très préoccupant que le personnel politique macroniste... Il y a beaucoup de monde dans ces spectacles. Peut-être. Bon, Oui, c'est qu'il est bon. Comment ? Pas forcément un acteur raté. Oui, je sais pas. Il y a peut-être du monde dans ces spectacles. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, par contre, dans un certain nombre d'ouvrages. Oh, vous savez, c'est le lot de tous les livres. Peut-être, mais si vous voulez, que ce soit monsieur Attal, monsieur Macron, monsieur Dupond-Moretti, tous ces gens qui voulaient être acteurs et qui ont fait de la politique, moi, je pense qu'en politique, c'est pas lire des scripts et c'est pas jouer un rôle. Mais c'est sans doute le vrai clivage entre les patriotes et ceux qui ont mis la France dans cet état. Ils doivent estimer que tout n'est que comédien tragédien, comme avait dit le pape à Bonaparte. Une petite question-réponse malheureusement courte, mais elle est importante. Je voudrais juste revenir d'un mot sur l'OTAN. Marine Le Pen, ici même jeudi soir, a réitéré la volonté de sortir du commandement intégré. Est-ce que la France a les moyens, toute seule, avec son armée, de se défendre en cas d'agression ? Non, mais sortir du commandement intégré n'est pas sortir de l'Alliance Atlantique. Non, mais comme le général de Gaulle l'avait fait. Ouais. C'est justement... assumer que la France ne doit pas dépendre exclusivement de ces... Mais c'est au nom de la souveraineté que Marine Le Pen veut sortir du commandement intégré. Néanmoins, si jamais il y avait une agression, elle ferait appel évidemment aux forces de l'OTAN. Ah ben bientôt, nous resterons... Dans le cadre de l'article 5. C'est exactement ce que le général de Gaulle a fait. Donc le beurre et l'argent du beurre. C'est pas le beurre et l'argent du beurre, parce que ça demande un effort de défense supplémentaire, parce que quand vous êtes dans le commandement intégré, vous reposez structurellement sur vos alliés, en particulier sur les États-Unis. En fait, vous vous affaiblissez. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, comme le général de Gaulle nous l'avait dit et nous l'avait annoncé, qu'on ne peut pas dépendre des Américains. Donc en fait, le paradoxe, c'est que ceux qui veulent rester dans le commandement intégré de l'OTAN et qui se plaignent de M. Trump mentent aux Français. Voilà, on ne peut pas à la fois se plaindre que des dirigeants américains ne correspondent pas à la vision qu'a la France de l'ordre international et de la défense, et vouloir rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc nous, on avait dit la vérité bien avant que M. Trump apparaissent dans le paysage politique. Et bien avant toutes les menaces sur l'Europe. Oh, il y a toujours eu des menaces, vous savez. Peut-être la réflexion sur les équilibres géopolitiques. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été notre invité. Merci à vous pour votre accueil. Merci Arlette.